Jean-Raphaël Noton, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici donc dans votre bureau de grand maître de la Grande Loge de France, dans lequel vous êtes installé depuis le 21 juin. Le 21 juin. Et nous sommes aujourd'hui le 9 septembre. Ça fait pas très longtemps. Alors, que s'est-il passé depuis le 21 juin ? Après, on reviendra sur les raisons qui vous ont poussé à vous présenter à ce poste et à cette fonction. Et voilà. Donc, Alors, l'arrivée d'un nouveau grand maître, c'est forcément la mise en œuvre du mandat qu'il a reçu. Et mon mandat, je l'ai reçu des députés des loges de la Grande Loge de France. Et il y a dans ce mandat quelques priorités claires que j'ai pu énoncer. La première, elle tient en une formule qui a d'ailleurs été le titre de ma première conférence publique, le 26 août dernier, « Oser pousser nos portes ». Alors, c'est valable, évidemment, pour ceux qui nous entourent et qui ne sont pas des francs-maçons. Osez pousser nos portes et venez voir ce que nous faisons. Mais c'est aussi valable pour nous, c'est-à-dire osons pousser les portes, sous-entendu de les ouvrir, pour que tous ceux qui, à l'extérieur, s'interrogent sur ce que nous sommes, puissent venir nous voir. Donc il y a cette philosophie d'entrée, de sortie et d'ouverture sur le monde que je souhaite mettre en œuvre. Donc pousser les portes, ça veut dire qu'on peut rentrer et on peut sortir. Jusqu'à preuve du contraire, la grande différence avec un mouvement sectaire, c'est qu'ici, chacun est libre d'y entrer et d'en sortir quand bon lui semble. Ouais, on va faire en sorte qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il n'y en ait qui sortent. Oui, c'est un noble objectif que de vouloir qu'il y en ait plus qui rentrent qu'ils ne sortent. Alors pourquoi est-il important à l'heure actuelle de recruter, d'ouvrir la porte à tous ceux qui pourraient rejoindre la franc-maçonnerie ? Alors, si je peux me permettre, je n'aime pas le terme recrutement. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Je préfère, et de très loin, revenir à ce que nous sommes. Nous sommes un ordre initiatique. Et il est dit dans certains de nos rituels, ce n'est pas un secret, que la première vocation que nous avons, c'est d'essayer et de vivre notre tradition et de la transmettre. Et une des fonctions essentielles, me semble-t-il, d'un grand maître, d'un ordre initiatique, c'est de faire en sorte que cette transmission et ses valeurs soient transmises au plus grand nombre. C'est la mission que je vais essayer de remplir de mon mieux. D'accord. Est-ce que nous sommes est-ce que vous êtes un prédicateur ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous n'avez pas l'air d'être un prédicateur. Alors, il y a une phrase que j'aime bien et qui montre la différence entre ce que peut être un dictionnaire classique et ce que peut être un dictionnaire de franc-maçon. Ça s'appelle le guide du maçon écossais. Et si vous prenez la définition de vertu dans le Larousse, vous aurez une définition qui est assez finalement morale. Et puis dans le guide du maçon écossais, il y a une autre définition qui, moi, me plaît bien. C'est la capacité de l'âme à faire le bien. Eh bien, ce que nous essayons de faire ici, c'est que tous ceux qui sont avec nous à la Grande Loge de France aient une capacité peut-être plus grande que les autres à faire le bien grâce à leur âme. C'est pour ça que nous sommes avant tout spiritualistes. Ok. Alors, on va venir à des questions un peu basiques. Donc, nous sommes ici à la Grande Loge de France. Il y a plusieurs obédiences dans le paysage maçonnique français et international. Quelle est la place de la Grande Loge de France au sein de ce paysage et quelle en est la particularité ? Alors, j'aime bien cette idée de rappeler une forme de singularité. Et cette singularité, elle est basée sur notre méthode de travail, ça s'appelle un rite, en l'occurrence le rite écossais ancien et accepté. On pourra d'ailleurs, si vous le souhaitez, en définir chacun de ces termes. Et nous avons une particularité, c'est que nous sommes plutôt dans une tendance à travailler ce qui relève de l'esprit. Et par rapport à d'autres, que je respecte, qui sont plus tournés vers des sujets légalistes ou de société, nous le sommes moins. Nous, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'esprit, qui consiste en notre singularité de travail. Et puis on a une deuxième particularité auquel je tiens beaucoup, c'est que nous sommes les représentants de ce que l'on appelle une maçonnerie de tradition. Et en cela, nous nous revendiquons assez fortement de ces bâtisseurs de cathédrales qui, à un moment donné,
il y a 300 ans de cela, se sont dit qu'il était, je parle des loges de métier, se sont dit que peut-être il pouvait être intéressant d'accepter dans leur loge de métier des gens qui savent rien faire de leurs 10 doigts, mais qui pouvaient être capables de réfléchir à des choses à tendance humaniste. Le A de accepter, de rite écossais ancien et accepté, c'est ces premiers maçons spéculatifs acceptés par des loges opératives. Nous sommes les descendants de cette tradition-là, et j'en suis particulièrement fier. C'est des descendants qui ont pris le dessus, parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'opératifs, d'ailleurs, dans les obédiences maçonniques. Alors, dans les obédiences maçonniques, non, mais vous avez des organisations comme par exemple les Compagnons du Devoir ou d'autres organisations de la même nature, qui sont des cousins, finalement, et dans lequel, à la fois, cette réflexion opérative et cette réflexion spéculative sont mélangées. Je vous rappelle que l'on confie à des compagnons qui veulent devenir maîtres, dans le cadre de ces organisations encore opératives aujourd'hui, on appelle ça faire une œuvre. Eh bien, nous, notre œuvre à nous, elle est plus humaniste, plus spiritualiste et plus intellectuelle, mais le processus intellectuel est le même. D'accord. Alors, nous sommes en 2025. Je pose des questions comme ça, à bâton rompu. Hein. C'est pour déstabiliser l'adversaire. Je vous en prie, vous êtes ici chez vous. Donc, c'est le 150e anniversaire du convent de Lausanne. Et je crois que ce convent de Lausanne a une importance particulière pour les francs-maçons. Et donc, qu'est-ce qui est prévu Est-ce qu'il y a prévu quelque chose pour cet anniversaire et quelle est son importance à ce convent de Lausanne en quelques mots pour nos auditeurs? Vous dites c'est important pour les francs-maçons. Pardon, c'est en particulier important pour ceux qui ont comme nous une singularité spiritualiste. Le convent de Lausanne, c'est quelque chose de magnifique. Nous avons des convents venant du monde entier, des obédiences et des suprêmes conseils, c'est-à-dire des organisations maçonniques en quelques mots, qui viennent du monde entier pour se réunir dans le plus jeune de l'ensemble de ces institutions, la plus jeune, c'est-à-dire la Suisse, et ils se réunissent à Lausanne. Et ils définissent là un concept tout à fait incroyable qui s'appelle le grand architecte de l'univers. Voltaire, en son temps, avait appelé ça le grand maître horloger. Et l'idée, le message transmis au monde, c'est de dire liberté de conscience. Je respecte ce que tu penses, respecte ce que je pense. Et cette liberté de conscience est la base même de la singularité dans laquelle vivent aujourd'hui les frères de la Grande Loge et tous ceux qui pratiquent le rite écossais. On fête les 150 ans. Et il y a, organisé par une organisation qui protège ce rite et qui s'appelle le Suprême Conseil de France, une grande manifestation qui aura lieu le 14 septembre, ici à Paris, et qui réunira un nombre très impressionnant de structures maçonniques venant du monde entier. Mais, si vous me permettez d'ajouter, il y a un deuxième anniversaire incroyable la même année, et il n'y a jamais de hasard véritablement. C'est que dans le même temps, la République, elle, fête l'anniversaire de la loi de 1905. Et la loi de 1905, elle porte aussi en elle-même cette idée extrêmement forte et originale de liberté de conscience dans l'espace public. Eh bien, à la Grande Loge de France, j'ai décidé que nous allions fêter les deux d'un seul coup. Et nous allons le faire de deux manières différentes. La première, c'est que nous allons, à l'occasion de notre tenue de Grande Loge, c'est-à-dire une grande assemblée de tous nos députés venant du monde entier, nous allons fêter ensemble, tirer une santé à la liberté de conscience et à la loi de 1905, et dans le même temps, j'annoncerai, et vous êtes les premiers à qui j'en parle, que nous allons donner comme travail commun à tous les frères et à toutes les loges de la Grande Loge pour cette année, le thème de la liberté de conscience, et de voir ce que nous pouvons apporter aujourd'hui sur ce thème majeur du vivre ensemble. Donc le grand architecte de l'univers est le garant de la liberté de conscience, si je vous ai bien suivi jusque-là. Sa définition. Sa définition. Et le convent de Lausanne donc, a permis d'affirmer cette notion, ce concept de grand architecte de l'univers, pour que chacun ensuite puisse y mettre ce qu'il veut ou pas. Une petite anecdote historique. Oui. Ce convent a duré 3 jours. 3 jours. Et pendant 3 jours sur ces travaux-là,
les organisateurs de ce convent ont réussi à imaginer et à produire des définitions successives permettant à ce que tous les participants puissent en toute liberté se reconnaître dans l'une ou l'autre des définitions qui étaient prononcées. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les déistes, les théistes, les athées et les spiritualistes de tout bord peuvent se reconnaître aisément dans la définition du grand architecte de l'univers avec laquelle ils se sentent bien. C'est ça la grande particularité de l'obédience Grande Loge de France et de toutes celles qui pratiquent le rite écossais. C'est assez séduisant quand même pour qui veut se préserver cette liberté de conscience. Pourquoi toutes les autres obédiences, a priori, ne s'y sont pas rattachées en courant ? Alors, pour une raison simple, c'est que la franc-maçonnerie, c'est comme une mosaïque ou comme un arc-en-ciel. Il y a toutes les nuances. Nous sommes, nous, une nuance spiritualiste. C'est comme cela qu'on dit communément. Mais vous avez à côté de cela des individus qui s'engagent en franc-maçonnerie avec le souci d'essayer de modifier les lois de la République. Ceux-là sont plus dans une maçonnerie dite moderne. C'est en général autour d'un rite que l'on appelle le rite français, et dans lequel la primauté de l'action que l'on souhaite, c'est d'essayer d'agir sur les lois en les bonifiant et en les perfectionnant. Chacun fait en fonction de ses goûts. Nous, notre sujet à nous, il est plutôt sur les choses de l'esprit que sur les choses de la République. Oui, ce qui ne nous empêche pas, je pense, d'essayer d'avoir un impact également sur les lois par l'intermédiaire des frères qui seraient dans les instances politiques. Alors, vous soulevez quelque chose d'extrêmement important qui est notre singularité et notre différence. Et si vous me permettez, je vais vous citer très simplement 2 petits exemples. Nous préférons que chacun des frères de la Grande Loge se soucie d'abord d'essayer de faire en sorte d'être un peu meilleur lui-même. Parce qu'avant tout, avant de donner des leçons au monde entier, il faut quand même essayer de nettoyer devant sa porte. Et ensuite, non pas sous forme de pétition ou d'action commune, mais sous forme d'une action individuelle, quelles que soient les responsabilités qu'il remplit, nous demandons aux frères d'essayer d'apporter ces valeurs dans la vie qui nous entoure. 2 exemples pratiques. Le premier, c'est Pierre Simon. Pierre Simon était grand maître de la Grande Loge de France quand il a été l'initiateur intellectuel de ce qu'on a appelé les lois Veil, dont il était le conseiller. Est-ce que c'est la Grande Loge qui a dicté les lois Veil ? La réponse est catégoriquement non. Est-ce que ce sont les valeurs que portait Pierre Simon qui ont aidé Simone Veil à maturer ses lois ? La réponse est oui, avec fierté. Et deuxième exemple plus récent, Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame qui a été jusqu'à échanger sa vie contre la vie d'un otage. Nous avons une immense fierté, c'est d'avoir eu parmi nos membres le colonel Arnaud Beltrame. Et j'ai eu à la fois ce devoir et cette fierté que de prononcer son éloge funèbre, ici, à la Grande Loge de France. Cela démontre parfaitement que cette action individuelle peut avoir un impact fort dans la société qui nous entoure. Alors, quel message aujourd'hui délivré dans le monde d'aujourd'hui ? Quel message pourrait la Grande Loge de France, donc, et la maçonnerie en général, mais plutôt la Grande Loge de France, qui a ce positionnement singulier, peut-elle essayer de délivrer au monde par l'intermédiaire de ses membres, prises un par un, quoi, et non pas en tant qu'entité ? Alors, un certain général aurait dit vaste programme. C'est pas tout à fait. Je cite assez régulièrement 2 phénomènes qui poussent à l'humilité. Il y a depuis quelques semaines plus de tatoueurs en France qu'il n'y a de curés. Pour un ordre initiatique qui développe un courant spiritualiste, il y a de quoi réfléchir. Le deuxième élément, c'est que nous avons, bon an mal an, une trentaine de followers, comme l'on dit maintenant, sur le site Facebook de la Grande Loge de France. La famille Kardashian, tout réuni, c'est 1 milliard de followers. Alors, c'est dire que nous sommes en face d'un Himalaya. Et néanmoins, nous sommes porteurs d'une forme d'espérance que le monde en général, et les hommes et les femmes en particulier, peuvent être meilleurs demain qu'hier.
Nous sommes les gardiens de cette espérance. Et ce n'est pas la force des nombres qui doit dicter notre détermination. Et donc je suis déterminé à ce que nous soyons à tout le moins les protecteurs de ces valeurs et de manière extrêmement ambitieuse, amenés à tout faire pour qu'elles soient le plus souvent possible écoutées et mises en œuvre. C'est ça mon ambition. Alors vous avez parlé de réseaux sociaux et de followers. Je pense qu'il y a quand même plus de 30 followers pour la... 30 000. Ah, 30 000, j'avais compris 30. 30 000, oui. Ah, c'est déjà pas mal. Par rapport à ces réseaux sociaux et toute cette folie furieuse qui anime aujourd'hui l'être humain autour de tout cela, on voit que c'est quand même à peu près désespérant ce qu'il s'y passe, et cette course-poursuite effrénée vers on ne sait pas trop où. Est-ce que la franc-maçonnerie et de la Grande Loge en particulier donc ne représente pas ne peut pas représenter pour les jeunes qui rentreraient justement un espace, je dirais, apaisé, pendant lequel, pendant un moment, ils vont se retrouver dans un monde qui n'est plus tout à fait celui de toute cette agitation, et pour se ressourcer et revenir un peu à des fondamentaux immuables. Alors, c'est vaste sujet. Toujours vaste. D'abord, 2 remarques. Vous parlez des jeunes. Non, pas que les jeunes. Vous avez, à tout âge de la vie, des personnalités, des individus, qui se disent « mais est-ce qu'il y a vraiment dans ma vie un sens ?» En général, quand ils commencent à se poser cette question, nos portes leur sont grandes ouvertes, parce que s'il y a bien quelque chose que nous pouvons leur apporter, c'est par rapport à ce monde, il faut bien le dire, tout à fait chaotique, d'essayer de retrouver un sens général à leur vie, leur existence, qu'elle soit personnelle ou sociale. Mais je vais vous poser juste quelques questions qui vont vous démontrer notre singularité. Être capable de passer des moments sans avoir un portable à la main, rare, ici c'est possible. Être capable de douter sans que personne ne vous critique, ici c'est possible. Être capable ici d'avoir un échange sur les croyances intimes entre un bouddhiste, un juif, un catholique et un protestant, c'est difficile dans le monde qui nous entoure. Ici, c'est possible, et avec légèreté et avec liberté. Être capable de réfléchir sur le temps long plutôt que sur le temps court, ici, c'est possible. Et donc, vous voyez que nous apportons cette possibilité de retrouver un peu de sérénité d'esprit pendant le temps limité que durent nos travaux, 2 fois par mois, ici dans cette maison et dans toutes les maisons qui accueillent la Grande Loge de France de par le monde. Eh bien, quand vous faites la somme de tous ces éléments-là, pour ceux qui osent frapper à nos portes, il y a souvent derrière beaucoup de joie partagée avec ceux qui ont les mêmes recherches qu'eux. C'est une sorte d'espace temporel, spatio-temporel fractal, en fait. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Une parenthèse. Une parenthèse. C'est joli. Alors, vous avez parlé de tatouages. Est-ce qu'il existe des tatouages maçonniques? Est-ce qu'il y a des tatoueurs en maçonnerie, alors, du coup? Parce que ça m'a interpellé. Il y en a. Il y a plein d'artistes en maçonnerie. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer le fait que nous avons désormais un musée, que ce musée a reçu le label Musée de France, qu'il a été inauguré, excusez du peu, par le président de la République et la ministre de la Culture, et que vous pouvez retrouver dans ce musée toute une série d'objets insolites, magnifiques pour certains d'entre eux, et qui correspondent à une déclinaison artistique de ce qu'est la franc-maçonnerie. Il y a des assiettes incroyables, il y a des objets tout à fait stupéfiants, et ce musée est naturellement ouvert au plus grand nombre. Oui, la culture et la franc-maçonnerie font bon ménage, et nous essayons de cultiver ce mélange harmonieux. Vous avez parlé d'assiettes, ça me fait penser aussi qu'il ne se conçoit pas une cérémonie maçonnique, une tenue, comme on appelle ça, je crois, sans agape après. Alors vous utilisez déjà un terme un peu compliqué. Oui, j'aime bien utiliser des termes compliqués. Alors, nous avons 2 fois par mois, pendant une durée d'environ 2 heures, ce que l'on appelle des travaux
c'est-à-dire la réunion d'un certain nombre de frères dans une loge, c'est-à-dire en gros un cercle maçonnique. Et il est de tradition qu'au terme de ces travaux, on dîne ensemble, ou on déjeune ensemble quand on se réunit entre midi et 2h. Et on appelle ça non pas un dîner, mais des agapes, comme vous l'avez fort bien dit, vous êtes très bien renseigné. N'est-ce pas ? Et ce qui veut dire que nous ne sommes pas des êtres tristes, et que nous aimons pouvoir échanger autour d'un bon plat et d'un verre de vin à boire et à consommer de manière raisonnable. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'indiquer que nous aurons bientôt à la Grande Loge de France un bistrot qui risque de devenir célèbre compte tenu des partenariats extérieurs que nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre. Mais ça, je suis sûr que ça sera l'occasion pour vous de revenir et de parler de cet événement et en même temps de goûter ce qu'il y aura dans les assiettes. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup chez Radio Delta, ce genre d'initiative, effectivement. Vous êtes invité cordialement, par avance. Je prends note. T'as pris une note, Daniel ? Alors... avant de passer à un autre sujet qui m'intéresse, quelques chiffres globalement. Je sais qu'on en parle beaucoup des chiffres, mais j'aime bien les avoir de la bouche même du patron de l'obédience en question. Alors quelques chiffres concernant la Grande Loge de France et puis nationalement et internationalement. Alors si vous me permettez, avant de citer des chiffres factuels, remettre les choses en perspective. Ouais. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 0 franc-maçon en France. Parce qu'interdit par le gouvernement de Vichy. Et nous devons à la fois à quelqu'un d'important, le général de Gaulle, dont peu de gens savent qu'un des premiers actes de souveraineté officielle du général de Gaulle a été de rétablir la franc-maçonnerie en France, à l'initiative d'un homme important qui s'appelait Duménil de Gramont et qui était par ailleurs grand maître de la Grande Loge de France auparavant. Nous avons d'ailleurs en cela été aidés par les Américains qui sont venus, et en l'occurrence la messagère du soutien des Américains s'appelait Madame Delano Roosevelt. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez ici, à la Grande Loge de France, un temple qui, au titre d'hommage à ce qu'elle nous a apporté comme soutien, s'appelle le temple Franklin Delano Roosevelt. Et puis, la franc-maçonnerie s'est développée en France et dans le monde entier. Et puis, depuis bon an mal an, les années 2000, il y a eu une espèce de décroissance assez incroyable. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est moins 50%. Oui. En France, toutes les obédiences, sans exception, si elles disent la vérité, ont perdu un nombre très significatif de leurs membres. D'où vient cette désaffection ? Il y a toute une série de facteurs. Parmi ces facteurs, sans doute le portable, les nouveaux modes de vie, le Covid, ont joué des rôles spectaculaires. Depuis le Covid, nous assistons à un redémarrage prudent, discret, de l'attraction des obédiences maçonniques, liée pour d'ailleurs une grande partie à ce que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche d'un certain nombre de nos contemporains d'essayer de retrouver du sens à leur vie. La Grande Loge de France, dans ce paysage, où se situe-t-elle ? D'abord, elle est présente dans un très grand nombre de pays du monde. Et c'est une des seules obédiences qui est dans ce cas. Elle est présente évidemment dans toute la métropole et dans tous les Orients, je parle déjà franc-maçon, dans toutes les grandes métropoles des Outre-mer et d'un certain nombre de grands pays étrangers. En France, dans les pays étrangers, en chiffres globaux, nous sommes presque 1 millier de loges, c'est-à-dire de ces assemblées de francs-maçons. Mmh. Et avec en moyenne entre 30 et 40 frères qui se réunissent dans chacune de ces loges. La somme aujourd'hui des frères de la Grande Loge se situe, fonction de la précision que nous pouvons avoir, entre 30 et 32 000 frères.
Et ce qui fait de nous à la fois l'obédience de tradition la plus ancienne de France et l'une des obédiences les plus anciennes d'Europe et du monde. Et donc une forme de fierté de notre part. Et j'ajoute un deuxième élément auquel nous tenons beaucoup, c'est que nous sommes, en matière de temples, les plus gros ou parmi les plus gros propriétaires mondiaux de temples pour abriter nos travaux. Parce que nous sommes aujourd'hui à la tête d'un patrimoine acquis au fil des années et qui fait que, et vous êtes les bienvenus ici au siège de la Grande Loge de France, mais des sites comme celui-ci, nous en avons une centaine, pas loin d'une centaine dans le monde entier. Ce qui vous permet d'être chez vous. C'est bien d'être chez soi. C'est bien. Quand on vient à la Grande Loge de France, quand on a des temples qui ont des noms, vous en avez cité tout à l'heure, lorsqu'on lit les livres comme La franc-maçonnerie pour les nuls, je fais un peu de pub pour Philippe Benhamou en passant, qui est un des fondateurs de Radio Delta aussi. Voilà. On voit qu'il y a tout un tas de personnages illustres qui ont été francs-maçons, et on dit, c'est pas mal quand même. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand on est dans le présent, effectivement, évidemment, on en voit moins, parce que c'est surtout après qu'on se rend compte qu'il y a eu des personnages illustres qui se sont démarqués. Mais sommes-nous encore crédibles comme on l'a pu être à l'époque où il y avait tous ces personnages héroïques? Aujourd'hui, quel est notre... Alors je sais que la Grande Loge de France a ce positionnement particulier qui n'est de ne pas se mettre en avant, donc de laisser les frères, comme vous vous appelez, travailler dans le monde dans lequel ils sont. Mais quel est le moyen... est-ce que vous vous sentez que les francs-maçons sont crédibles encore, et audibles surtout, sans je ne parle pas de réseaux sociaux ni rien, dans le monde actuel? Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Et alors, si je peux me permettre, parce qu'il ne faut jamais faire de réflexion désagréable à un journaliste, mais deux petits amendements à ce que vous venez de dire. Je vous en prie. Je vous ai cité deux noms. Oui. Le premier, c'est celui de Pierre Simon. Si vous estimez que les lois Veil ne sont pas contemporaines, dites-le haut et fort, mais il me semble que vous serez incompris par une grande partie des femmes. Eh bien, à l'origine de ces lois, participant à la rédaction de ces lois, il y a le grand maître de la Grande Loge de France. Arnaud Beltrame, j'ai cité son nom également tout à l'heure, Arnaud Beltrame, c'était hier. Et c'est bien la démonstration que, aujourd'hui même, il y a des frères de la Grande Loge de France qui, à des postes de responsabilité éminents, œuvrent pour le développement de nos valeurs. Oui, bien sûr, nous sommes attractifs, sans doute plus que jamais, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous formons une espèce de parenthèse sereine, une parenthèse de raison, dans un monde bouleversé, on va dire ça de manière élégante. Et donc, oui, nous sommes attractifs au sens de ceux qui viennent nous voir, et oui, nous sommes crédibles parce que nous représentons cette capacité à faire vivre des valeurs dans un monde qui en manque cruellement. Donc je suis, moi, aujourd'hui, totalement confiant quant au caractère extrêmement attractif d'une méthode de travail comme est la nôtre. Et je note au passage, dans les conférences que je réalise, dans les interviews que je réalise, les retours qui sont les nôtres, d'une forme de découverte heureuse de ce que nous sommes, de ce que l'on peut apporter aux individus et de ce que l'on peut apporter à la société. Je fais un mot honorable, donc. Alors, donc vous êtes nouveau grand maître. Je pense, je vais revenir ensuite sur votre histoire après. Mais vous êtes nouveau grand maître, donc vous avez certainement dû réfléchir à ce que vous alliez faire pendant ces 3 années. Je crois que c'est 3 ans à la Grande Loge de France. 1 an renouvelable 2 fois, soit 3 ans si les frères, par leur vote, l'autorisent. Exactement, c'est ce qui est très bien d'ailleurs. 1 an renouvelable 2 fois. La démocratie n'est pas un vain mot dans notre vie de l'obédience et des loges.
Je vous rappelle que le patron d'une loge, qui s'appelle un vénérable maître, est élu par ses pairs. Le grand maître que je suis est élu par tous les députés de la Grande Loge. Il en est ainsi dans toutes les structures de la Grande Loge. C'est très bien. Alors, quel est votre projet, si je peux m'exprimer ainsi, pour ces une année, 2 fois renouvelable? Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose pour, qui marquera votre présence au sein, enfin, à la tête de cette Grande Loge, comme par exemple le prédécesseur a fait le musée ou des choses comme ça? Alors, chacun agit en fonction de ses convictions et de ses compétences. En ce qui me concerne, je pense qu'aujourd'hui, nous devons ancrer notre travail dans ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit tient dans un mot incroyable, magnifique et magique, et qui s'appelle l'initiation. La différence entre vous, journaliste, et moi, grand maître, ne tient pas à des valeurs humaines, elle tient au fait que j'ai été initié à une méthode de travail qui s'appelle le rite écossais. Et c'est parce que j'ai été initié que je suis devenu franc-maçon. Eh bien, j'ai décidé de prendre devise. Et à la manière des anciens chevaliers, j'ai donc pris une devise. Et cette devise, c'est 3 mots latins. Et ceux qui nous regardent aujourd'hui sauront que je vais trahir un secret maçonnique. Parce que ces 3 mots latins sont les 3 premiers mots que voit quelqu'un qui n'est pas encore franc-maçon et qui va le devenir. Ça veut dire visita interiora terrae, visiter l'intérieur de la terre. Ce qui, au langage symbolique, signifie oser aller regarder ce qu'il y a au fond de soi, et donc se dire que peut-être il y a des choses formidables, et que peut-être il y a des choses un peu moins formidables. Eh bien, quelle est ma vocation de grand maître? D'abord, c'est de considérer que l'initiation est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est ce qui nous rassemble. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte de permettre à tous ceux qui sont des frères de la Grande Loge de travailler le mieux possible. Ce que l'on appelle d'un joli nom, ça s'appelle l'art royal. La pratique de la franc-maçonnerie écossaise, ça s'appelle l'art royal. Eh bien, je vais essayer de leur donner les meilleurs moyens pour travailler et pour vivre leur initiation. C'est un beau programme, en tout cas. Alors, en parlant de cela, justement, qui êtes-vous, Jean-Raphaël Nothomb? On n'a pas encore parlé de vous, je garde ça pour la fin, généralement. Je suis un exilé. Un exilé? Oui, je suis un exilé. Et quelque part fier de l'être. Parce qu'un exilé, il est constamment à la recherche de ses racines, et je trouve que ça met en mouvement et le cerveau et l'esprit. Je suis très très attaché à ma filiation familiale. Mon grand-père corse, dont je porte le prénom, a quitté sa terre de Corse, qui est une terre de misère, et qui était une terre de misère. Et il s'est engagé dans, à l'époque on disait, la coloniale. Et il est parti en Indochine. Et ma mère est née en Indochine. Et puis mon père a quitté la terre. Il était, à l'époque on ne disait pas viticulteur, on disait paysan. Et il a fait Saint-Cyr en candidat libre. Et il l'a eu. Et c'est ainsi qu'un fils de paysan a rencontré une fille de Corse née en Indochine. Et je suis le fils aîné de ce couple improbable qui, au fil du temps, fils de militaire, a déménagé, exilé en permanence, élevé par ses grands-parents corses, et donc avec, il faut bien le reconnaître, un attrait un peu particulier pour la Méditerranée et pour le Sud. Et ce qui fait que je suis très attaché au fait de concrétiser partout où c'est possible mes racines à moi, mes racines familiales, mes racines intellectuelles, philosophiques, et que dans ce cadre-là, bien sûr, l'engagement qui est le mien aujourd'hui au sein de la Grande Loge de France trouve un écho particulier. C'est un engagement pour moi à titre personnel très important, et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement motivé pour essayer de le faire vivre et de permettre aux autres de le vivre également. Alors c'est une première chose, c'est exilé, j'aime bien cette formule. Étant moi-même fils de militaire, je le comprends. Je la comprends. Bon, ça c'est votre
famille, votre cursus, votre passé, votre ancrage, dans la vie qu'on appelle profane, je crois, hein, quand on est en franc-maçonnerie. Vous n'êtes pas franc-maçon de profession, ça, c'est pas une profession. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que vous avez fait, oui, pour en arriver là ? Non. Alors, j'ai fait des études de médecine un peu par accident. Je dis bien un peu par accident parce que je ne suis pas certain qu'à l'origine j'avais totalement la vocation. Et puis j'ai fait une thèse formidable, l'une des premières en France sur l'utilisation du scanner. Et puis ma vie a basculé. Ma vie a basculé, c'était un jour de 1986 et on m'a dit qu'on avait besoin de quelqu'un qui soit prêt à s'engager sur le plan public et qui soit capable de parler non pas de médecine praticienne mais d'industrie de santé. Je suis devenu un spécialiste des industries de santé qui a travaillé comme conseiller à l'Assemblée nationale. Et puis ensuite je suis devenu dirigeant d'un groupe d'hôpitaux privés. Et puis ensuite je me suis consacré à plutôt un travail d'entreprise dans le secteur de la santé. J'ai eu quelques engagements publics. Ils ne regardent que moi et ils n'ont pas à venir parasiter aujourd'hui ce que je suis en tant que grand maître. Et chacun est libre par ailleurs de son engagement personnel. Il y a quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. J'ai eu l'opportunité de faire un institut que certains connaissent, qui s'appelle l'Institut des hautes études de défense nationale. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de cet institut, d'y occuper quelques responsabilités éminentes et d'en être même administrateur. Et d'y rencontrer là quelques personnalités incroyables, comme le général Pierre de Villiers, par exemple, ou Elisabeth Hubert, ancienne ministre de la Santé, ou quelques autres que je pourrais vous citer à foison. Et ainsi de démontrer que j'ai le sens de l'engagement, mais pas simplement de l'engagement philosophique, de l'engagement tout court. Et finalement, le fait qu'aujourd'hui je sois grand maître est une suite assez logique d'une vie qui a constamment été celle d'un engagement au service des autres quand l'opportunité m'en était donnée. Tout jeune, j'étais même délégué de classe. Vous voyez, ça commence tôt. En fait, je vous écoute et tout à l'heure, vous parliez de la franc-maçonnerie spéculative qui venait des opératifs. J'ai quand même l'impression que les francs-maçons d'aujourd'hui peuvent être opératifs. Ah mais complètement, évidemment. Et c'est ça d'ailleurs tout l'intérêt. Vous me demandiez tout à l'heure, et vous me permettez d'oublier quelque chose d'important. Vous m'avez dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de ce mandat ? Je voudrais faire en sorte que le plus grand nombre et de frères et de personnes dans la vie courante s'engagent. Je pense que l'engagement, au sens général du terme, est une des clés du vivre ensemble. Si plus personne ne s'engage, c'est laisser la place aux abrutis. Et ça c'est un enjeu formidable. Quand vous entendez ici ou là, je ne veux pas me mêler de politique publique, je ne veux pas occuper de responsabilités, je m'occupe de moi-même, c'est-à-dire dans le cadre d'une société égocentrique et égoïste. C'est la fin de tout. Et si je veux essayer d'être utile, alors je vais me battre pour que le maximum de personnes qui m'écoutent soient tentées de se dire « et si moi aussi je m'engageais ?» Et finalement, je l'ai fait toute ma vie. Et je l'ai fait à la fois avec passion, avec détermination, et aussi, si je peux me permettre, beaucoup de joie. Parce que ce que vous le donnez, on vous le rend au centuple. Et c'est le cas ici dans la mission que je remplis. Vous avez parlé d'individualisme. Les francs-maçons défendent plutôt l'universalisme. Est-ce que dans le combat entre individualisme et universalisme, le curseur penche d'un côté ou de l'autre? Est-ce que vous êtes optimiste sur la victoire possible de l'universalisme contre les individualismes qui submergent le monde actuel? Vous posez deux questions. L'une est contemporaine et l'autre est philosophique. Je vais commencer par la philosophique. Si jamais aujourd'hui vous admettez qu'il n'y a pas d'espoir et que les forces sombres vont d'une manière ou d'une autre l'emporter,
alors je ne peux que vous conseiller le suicide collectif. Je ne suis pas le partisan d'un suicide collectif. Je fais partie de ceux, nous sommes quelques-uns, à porter l'espérance et à essayer qu'elle reste vivante. C'est ça d'ailleurs un des fondements de l'engagement qu'il y a ici à la Grande Loge de France. Être porteur de l'espérance. Ensuite, sur le plan contemporain, ben oui, il faut se battre. Oui, évidemment. Quand vous mettez tout bout à bout, il suffit d'ouvrir les journaux télévisés ou les journaux radio. Il faut une large dose et d'optimisme et de vitamines pour considérer que le monde peut aller dans un sens qui est un sens positif. En même temps, je vous invite à regarder ce qui se passait il y a ne serait-ce que 4 ou 5 siècles et faire le compte sur un certain nombre de sujets. Mortalité néonatale, durée de vie moyenne, victoire sur un certain nombre de maladies dont le caractère inexorable semblait inéluctable. Il y a encore pour certaines d'entre elles 20 ans, cancer du sein, pour ne prendre que cet exemple. Capacité du génie humain à inventer des choses formidables, à inventer tout et son contraire d'ailleurs au passage. Mais oui, il y a des progrès. Oui, il y a des progrès. Sauf que c'est ce combat permanent entre des forces négatives, des forces sombres, et puis des forces de lumière. Je suis délibérément du côté des forces de lumière, et je suis un optimiste impénitent. Donc j'y vais. Donc on peut conseiller à tous les optimistes de notre monde qui ne seraient pas encore initiés de venir rejoindre, de pousser la porte. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous verrez, venez essayer.